Je suis prêt, let's go. Super. Mais bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire où nous partons à la rencontre des General Counsel inspirants pour qu'ils nous partagent leur histoire et leur vision de la fonction légale dans les entreprises. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mon nom est Adrien Van den Branden et je suis le cofondateur ici de Canyon, la première plateforme d'automatisation des opérations légales pour les juristes d'entreprise. Et aujourd'hui, je suis hyper content d'avoir à mes côtés Pierre Landy, Executive Mentor pour General Counsel et équipe légale. Pierre, comment vas-tu? Écoute, très bien. C'est mon deuxième webinaire de la journée, donc je suis lancé. J'étais au Legal Club Sandwich tout à l'heure pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je vois parmi tous nos invités, nous avons notamment Sabine qui a d'ailleurs participé au Legal Club Sandwich. Donc voilà, je suis là. Super, ben voilà, on enchaîne. Et donc, merci encore de te libérer ici en ce début de soirée. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques détails pratiques. Donc, ce webinaire se déroulera en deux parties. Il y aura une première partie où c'est l'interview, où je te passerai au grill de mes questions soigneusement préparées. Oh mon Dieu, je suis prêt, je suis prêt. Et puis, on terminera par la traditionnelle séance de questions-réponses du public, qui va durer une dizaine de minutes. À ce propos, j'invite tous les participants ici au webinaire à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. Comme ça, on aura un petit paquet de questions à répondre à la fin. On m'en a également soumis à l'avance, donc si jamais on n'en a pas assez, t'inquiète pas Pierre, on aura de quoi faire. Ok. Je ne suis pas inquiet. Ok. On est prêt? On est prêt, vas-y. Ok. Mais première question, est-ce que tu peux te présenter toi et ton parcours? Ok, bien sûr. Donc moi j'ai un parcours, je ne sais pas s'il est classique, mais en tout cas qui est le mien, c'est-à-dire que après le bac, j'ai passé un an aux États-Unis dans une famille d'accueil pour apprendre l'anglais. C'était pour moi essentiel et je le pense toujours d'ailleurs pour quiconque d'être vraiment parfaitement bilingue en anglais. Et donc, en revenant, je n'avais pas envie de perdre mon anglais. Et donc, j'ai fait un programme qui était nouveau à l'époque. Maintenant, je rencontre souvent des juristes qui l'ont fait. Mais moi, c'était la première session. Ça s'appelle le DEJA, le diplôme d'études juridiques appliquées. Ça se fait à Nanterre. Et donc, mention droit anglo-américain. Le principe, c'est que c'était la moitié des cours de droit classique, Doug, licence maîtrise, et puis l'autre partie des cours de droit anglais. Et donc, c'est un double diplôme universitaire. Évidemment, bon, ce ne sont plus les termes qu'on utilise aujourd'hui, mais je crois que, en tout cas, le principe continue d'exister à Nanterre. À partir de là, j'ai commencé ma carrière chez Disney, tout d'abord dans le parc en vendant des billets, principalement et parce que je suis un grand fan de Disney. Voilà, hop là, comme Ouais, ça se passe bah, derrière moi. la preuve en image. Absolument. Donc, je suis allé, j'ai pris le premier job qui se trouvait, c'était vendre des billets à l'entrée parc. Donc, j'ai fait ça pendant un an. Je n'allais pas faire le service militaire. Je me suis dit, tant qu'à faire, allons mettre un autre type de costume, d'uniforme. Et celui du parc à thème, ça sera très bien. Mais au bout d'un an, quand même, des gens m'ont repéré et le directeur juridique du parc m'a demandé de passer un entretien avec lui. Et du coup, j'ai décoché un entretien au service juridique en tant que juriste junior où je suis resté un certain nombre d'années. J'étais en charge du marketing, de la publicité, de la division spectacle et puis aussi de tous les liens avec comment dire, les licences qu'on utilisait, donc Star Wars, Indiana Jones, Ninja Turtles, etc. Ce genre de Pixar à l'époque, donc ce genre de properties. Et puis, j'ai transféré toujours au sein de Disney dans un autre groupe qui s'appelle DCVI pour Disney Character Voices International. C'est donc une société qui s'occupait de faire l'ensemble des doublages pour l'Europe des productions Disney. Et donc, j'étais incollable sur tous les stars italiennes, norvégiennes, hongroises qui voilà, faisaient les voix et qui est donc évidemment après aller dans les médias, à la télé, à la radio, parler du doublage qu'ils avaient fait. Donc, ça fait parler du film Et tu as du participé dessin à un animé. doublage? Est-ce que tu as doublé un Non, caractère? non, je n'ai pas participé à un doublage, mais j'ai par contre amené à Phil Collins sa partition et sa traduction pour le film Tarzan. Et, Ouais. l'enregistrement se faisait en Suisse voilà, il n'y avait pas les bandes son qui n'étaient pas arrivées en Suisse. Donc voilà, on me les a confiés. J'ai sauté dans un avion, j'ai rejoint Phil Collins au studio d'enregistrement et j'étais là pour le moment où il enregistrait la chanson Tu resteras dans mon cœur, qui est de Tarzan, la version Ah, française, car Phil génial. Collins a souhaité lui-même faire les voix dans, je crois, 4 ou 5 langues et donc de lui-même enregistrer la chanson de 4 ou 5 fois différentes.
Et donc, à la fin, en 99, l'aventure Disney s'est finie et une autre aventure s'est ouverte parce que j'ai été recruté par Yahoo pour être responsable juridique France. C'était le tout début d'Internet. Je ne savais même pas trop pourquoi, ce que c'était et dans quoi j'allais. Je suis allé dans cette société parce qu'on m'a fait passer un entretien à côté d'un baby-foot et le manager de la filiale France était en short et ça m'a vraiment marqué. Mhm. Je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, mais ils ont l'air dingues, ces gens, donc je vais aller là. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'y suis resté 15 ans. Et j'ai gravi les échelons. En 2006, on m'a demandé de prendre la direction de l'équipe européenne, donc 50 personnes, ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, à l'époque, j'ai eu un mentor, et c'est ce qui m'inspire d'ailleurs aujourd'hui, on en parlera peut-être, de faire ce que je Mhm. fais. Clairement. Et voilà, et je suis parti en 2015, là, avec tous mes direct reports, donc directeur juridique Italie, Espagne, Allemagne, UK. Nous sommes tous partis et on a donc rejoint une alliance qu'on a créée qui s'appelle ENCO, une alliance d'avocats, et on a commencé à fournir des services comme des juristes d'entreprise, mais en étant avocat à des boîtes de la tech. Voilà, on a fait ça pendant un moment. Un de mes clients, la société Ledger, qui est maintenant devenue une licorne, m'a engagé pour monter l'équipe juridique, ce que j'ai fait. Et puis, lorsque j'ai quitté Ledger après avoir monté l'équipe et que ça commençait à rouler, je suis devenu mentor, donc executive mentor pour, comme tu l'as dit, des directeurs juridiques, des équipes juridiques, c'est-à-dire que je les accompagne dans leur leadership. Voilà, ça c'est ma vie, mon œuvre, Adrien. Super présentation. Euh, top, top, top. Mais donc, parcours hyper inspirant, hyper dense. Si on fait un focus sur ta dernière expérience, donc tu rejoins Ledger, j'ai lu en octobre 2017, c'est ça? Oui, c'est ça. Et quelle est la situation à ce moment-là dans la startup? Ben, à ce moment-là, la startup a fait une seule levée de fonds, une série A, Mhm. et est sur le point, mais véritablement sur le point de faire sa série B. Donc, levée à l'époque 75 millions d'euros de mémoire. Et donc, voilà, je rentre là-dedans, je suis précipité dans tout ça. On fait une beauty parade pour trouver les avocats qui vont nous accompagner en corporate. Et puis, je me lance dans un monde que je ne connais absolument pas parce que le corporate n'est absolument pas ma cup Mhm. of tea, ni même mon expertise. Donc, on a vraiment fait confiance aux avocats qui nous accompagnaient. Et très, très vite, ben voilà, on a fait cette levée de fonds. Et puis, immédiatement, donc, est arrivée la phase 2 de ce que je devais faire. C'était recruter une équipe juridique très rapidement et la mettre en place. J'ai recruté 8 personnes. Et c'était véritablement la volonté du CEO, Pascal Gauthier, qui est un entrepreneur de génie et qui a une énorme confiance dans les fonctions support et notamment la fonction juridique. Donc, il souhaitait qu'il y ait une équipe béton qui vienne s'occuper de Ledger pour l'aider à scaler le plus rapidement possible et à nettoyer la situation et remettre vraiment au maximum d'équerre, ce que évidemment ne font pas des entrepreneurs qui lancent une boîte. Le juridique, c'est Mhm. vraiment la dernière chose dont on s'occupe quand on essaye de la faire croître et c'est bien normal. Mais voilà, là maintenant, on avait levé de l'argent, il s'agissait de tout mettre en œuvre et je crois qu'à peu près en 18 mois, on a corrigé tous les problèmes que j'avais identifiés en arrivant. Et puis après, il y a d'autres problèmes, d'autres challenges, etc. Mais en tout cas, on a remis les compteurs à zéro et ça, c'était super. Ouais, top, oui, parce que tu es dans un domaine complètement nouveau du droit qui est la crypto, et donc tu dois engager des spécialistes dans ce domaine-là, alors qu'ils n'existent peut-être pas encore, donc sacré défi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu quittes Ledger, justement? Quelle est l'équipe en place? Comment... Et ben donc j'ai quitté Ledger, j'avais déjà fait quelque chose en quoi je crois, c'est-à-dire que parmi mes recrutements, j'avais recruté en tout cas mon ou mes successeurs, j'avais plusieurs possibilités. Et puis voilà, moi je suis parti à un moment où il y a eu une petite période de flottement où il a fallu un peu restructurer. J'estimais que moi j'étais vraiment très senior pour Ledger, donc j'ai proposé de quitter l'entreprise à ce moment-là pour voguer vers de nouvelles aventures. Et comme parmi les gens que j'avais recrutés, j'avais identifié quelqu'un qui, je pense, et qui est d'ailleurs toujours en poste et qui est top, qui s'appelle Antoine Thibault, qui vient d'Apple. Et donc, c'est Antoine qui a pris la suite de l'équipe.
Et puis, par ailleurs, ce qui est chose amusante, quelqu'un d'autre que j'ai fait venir, qui s'appelle Alexandre Blanc, en tant que juriste au droit social, est par la suite devenu, après mon départ, le VP People de Ledger. Ouais. Et donc, voilà, donc je suis très content de savoir qu'au comité de direction de Ledger, il y a 2 personnes que j'ai fait venir chez Ledger et recruter. Donc, quelque part, voilà, je me dis, ma legacy continue là-bas. Ouais, et puis Legal qui devient VP People, preuve que le droit amène à tout. C'est pas la première fois que j'entends des histoires où le légal en droit social prend une fonction de Absolument, ça leader arrive. dans la partie People, ça Ça arrive arrive et c'est pas une mal de très fois. bonne idée parce que le droit, enfin, le VP People, il y a des tas de choses à faire qui touchent évidemment aux employés. Et Alex donc a eu évidemment l'intelligence de recruter des personnes très capées qui sont arrivées dans son équipe pour prendre, par exemple, talent acquisition, le recrutement ou bien compensation and benefits, tout ce qui touche la Mhm. rémunération, et parce que c'est pas forcément des domaines qu'il connaît. Puis lui, il s'est gardé les choses sur lesquelles il a vraiment des forces, sur lesquelles il est le plus fort. En son occurrence, comme il a une thèse en droit social, il s'est gardé le droit social. Et voilà, et c'est comme ça qu'en s'entourant des bonnes personnes et en focusant sur ses forces, et ben, on arrive à pouvoir attraper Mhm. ce genre de poste. Génial. On parlera tout à l'heure hein, sur le fait de focus sur ses forces. Je pense que c'est un truc Absolument, j'y reviendrai. qui te C'est mon tient à grand cœur. dada. Exactement. Peut-être une dernière question sur ton parcours. Ce qui m'a frappé quand je l'ai parcouru, c'est que tu n'as pas de passé dans un cabinet d'avocat. Du coup, tu as directement rejoint l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a attiré directement dans cet univers? Alors, pour être très honnête, en fait, j'en avais assez des études à l'époque. Donc, repartir 2 ans à l'école du barreau, tout ça, ça me saoulait grave. Et en parallèle, j'ai eu le job chez Disney. Donc, les deux combinés font Hmm. que ben, il faut répondre, il faut être présent quand il y a des opportunités. Donc, ben, j'ai suivi. J'ai eu la chance de travailler au cœur de la magie, comme on dit, et d'avoir une expérience extraordinaire que je regrette pas. Et puis, voilà, j'ai été très vite au cœur du business, non seulement en tant que cast member dans le parc, mais après au sein de la direction juridique. Donc, j'ai pu concrètement, et ça c'est souvent quelque chose qui manque aux avocats, voir directement l'impact de mes recommandations, très visuellement, hein, même parfois plus tard dans le parc. Et donc, voilà, c'est parti très vite, j'ai enchaîné, et c'est donc que plus tard que j'ai fait l'équivalence, après des Mhm. années et des D'accord. années, Ah oui, oui. pour devenir avocat, ce que je suis maintenant, voilà, pour en profiter, puisqu'il y a une passerelle qui existe entre les deux Mhm. fonctions. Il suffit voilà, de monter tout un dossier, de se présenter au barreau, au Conseil de l'ordre et de passer un examen de déontologie. Donc, toutes ces étapes que j'ai fait il y a quelques années. Ah, top, excellent. Ben donc, super parcours, déjà pas mal d'enseignements à en tirer. Et donc, si tu veux bien, on va passer ben, au thème qui nous anime aujourd'hui, celui du leadership. J'avais une première question pour toi, très générique hein, sur cette question. Qu'est-ce qui fait un bon leader dans le légal? Ok, alors ça, aussi, j'en parle régulièrement. La première chose, c'est d'être ce que j'appelle un trusted advisor. Un trusted advisor, c'est un conseiller de confiance. C'est pas l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, mais plus exactement le directeur juridique qui murmure à l'oreille du PDG. Mhm. C'est-à-dire être vraiment, avoir une telle confiance avec le business et avec le PDG qu'on représente et qu'on protège, qu'on est capable de lui dire tout, des meilleurs compliments à là vraiment tu as fait n'importe quoi et sans craindre de le faire parce que justement le PDG a une confiance absolue dans son directeur juridique. Donc ça, pour moi, obtenir cette position, arriver à ce niveau de confiance est excessivement important. Donc ça, c'est, si tu veux, d'un point de vue posture. Et puis Mhm. l'autre chose, un bon leader dans le légal, eh bien, c'est de savoir à son équipe montrer, enfin définir sa vision, quelle est la vision qu'on a pour l'équipe, et puis les stratégies pour y arriver. Et j'appelle ça, si tu veux, la picture of success, la vision du succès, et de savoir la dépeindre. Quelle est la montagne qu'on va gravir ensemble? Pourquoi on va la gravir? Quelles sont les étapes à franchir pour la gravir? Quelle stratégie on va utiliser pour la gravir? À quelle échéance on va la gravir? Et quels vont être les avantages pour nous en tant qu'équipe,
pour vous en tant que salarié individu et puis pour la société en général, et puis aussi quels sont peut-être les challenges, pareil, pour vous en tant qu'équipe, pour vous en tant qu'individu et pour la société en général. Et en fait, ce que l'on sait des grands leaders, c'est que lorsque ils arrivent comme ça à emmener toute leur équipe vers un projet et qu'ils ont expliqué les pour et les contre de partir dans cette aventure, eh bien, l'équipe va vraiment s'investir à fond. Et puis, je dirais pour finir qu'il faut arriver à avoir une self-management team, donc une équipe autonome, une équipe qui va savoir se gérer toute seule, qui ne va pas remonter toutes les problématiques, qui va juste savoir venir à la limite présenter des solutions plus que des problèmes à son directeur juridique. Et ça, je pense que c'est aussi possible lorsque on n'hésite pas, lorsqu'on monte une équipe, à recruter, et j'en parlais tout à l'heure avec l'exemple d'Alex, des talents plus expérimentés que soi-même. C'est comme ça qu'on fait grandir l'équipe, c'est comme ça qu'on grandit soi-même et que chacun voilà, ait connaissance de ce à quoi il est excellent. Et puis, c'est complètement OK de recruter des gens qui sont même plus âgés que vous, plus d'expérience, à partir du moment où ils viennent combler tout ce dont on a besoin dans l'équipe. Et puis, voilà, et le leader lui continuera à montrer le chemin et la montagne qu'on va gravir. Ok, top. Si je résume les 3 points, donc tu as de ce qui fait un bon leader, tu as un, la posture, celui du trusted advisor, le conseiller. Deux, celui qui mène son équipe, qui lui dit là où il faut aller. Et trois, celui qui arrive à créer une équipe qui peut s'auto-gérer. Voilà. Et donc, Déjà, ouais, quand tu arrives à faire ces 3 choses, déjà, pour moi, tu es un excellent leader. génial. Et donc, il y a 2 points qui touchent vraiment à l'équipe. Et dans ce que j'ai pu lire de ta vision là-dessus, c'est que tu parles souvent du concept de super équipe ou super team. Quelles sont les caractéristiques que doivent avoir une super team, selon toi? Eh bien, les super teams, donc c'est déjà une équipe qui sait la montagne qu'elle a à gravir. Donc, encore une fois, ce que la picture of success qu'a décrit le leader et qui surtout savent comment eux, avec leurs forces respectives, ils vont contribuer à gravir cette montagne. Donc, si je donne un exemple extrêmement concret, si par exemple la montagne à gravir, c'est d'être la meilleure équipe juridique de la blockchain, par exemple, et qu'une des stratégies pour y arriver, c'est être une équipe, je ne sais pas moi, experte, eh bien, on va s'assurer que chaque membre de l'équipe, il y en a un qui va dire, moi, je vais être l'expert en droit social et je vais contribuer à cette équipe par ma connaissance aiguë du droit social. Moi, je suis experte en propriété intellectuelle et je vais contribuer, etc. Et puis, ça va être aussi une équipe qui va savoir dire proactivement, par contre, là, on voit toutes les forces que les uns et les autres nous avons, mais il nous manque, par exemple, quelqu'un en corporate. On est vraiment collectivement mauvais sur le sujet. Et donc, charge au leader soit de combler ce manque en recrutant quelqu'un ou en allant chercher cette expertise à l'extérieur si on estime qu'on en a besoin ponctuellement. Mais en tout état de cause, c'est que chaque membre de l'équipe sait ce qu'il apporte au projet, à la montagne qu'on a à gravir, sait comment il doit agir, à quel moment. Et c'est ça qui fait que eh bien, toute l'équipe va monter ensemble et va délivrer du succès. Ouais, j'aime beaucoup cette image-là. Et j'aime beaucoup le fait que tu insistes sur le fait qu'une super équipe, elle a la capacité de voir où sont ses manquements et qu'elle est consciente de ça et qu'elle peut vraiment pointer vers ça et dire, bon, bah là, nous, on est conscient qu'on a une faiblesse ou une faille dans tel domaine du droit, par exemple. Et donc, ben, il nous faut recruter une personne en plus ou combler ce manque par une expertise, un- euh, recourir à un cabinet d'avocats, etc. Ouais, en fait, c'est une équipe mais qui a une sorte de clairvoyance, une sorte de conscience sur elle-même. Euh, Absolument. ok. Et qui connaît ses forces et peut-être qu'on sera amené effectivement à en reparler puisque voilà, j'en parle assez souvent, mais c'est vraiment se concentrer sur ce qu'on sait faire, ce qu'on fait bien et on met tout l'accent là-dessus et on manage les conséquences des choses qu'on fait moins bien. On les ignore pas, mais ça ne veut pas dire qu'on va passer du temps à forcément se développer dans les choses dans lesquelles on n'est vraiment pas bon parce que pour moi, c'est presque une perte de temps. On ne va pas forcément faire bouger, comment dire en anglais, move the needle, faire bouger les lignes énormément en se formant, en passant des heures et des heures sur quelque chose dans lequel on n'a pas vraiment d'aptitude. Mais par contre, on ne l'ignore pas et on cherche comment combler ce manque. Mais oui, parlons-en du coup des forces et des faiblesses, ton point de vue là-dessus. On l'a déjà
deviner dans les quelques propos que tu as déjà dit sur le sujet, mais si tu souhaites approfondir ce thème-là. Ben, en fait, oui, le concept de force, il est simple. En fait, c'est vraiment, ça part de l'idée que véritablement, on ne change pas. Les gens ne changent pas, mais se développent. Et donc, c'est très, très français, très européen, voilà, je l'ai déjà dit, mais quand on ramène un carnet de notes, par exemple, et qu'on a 18 sur 20 en histoire, 19 en géo, 17 en maths et 6 en anglais, et 6 ou 6 en maths, on va dire, enfin, en tout cas, une terrible note dans une matière, et bien, toute la soirée, on va passer à discuter sur ce 6 en maths avec ses parents, avec tout le monde, ça va devenir le drame du siècle, etc., parce qu'il y a 6 dans une matière. Et donc, on va chercher à donner des cours particuliers, on va chercher à améliorer les choses ou retourner, voire redoubler. Enfin, voilà, tout le monde va s'exciter sur ce qui ne va pas. Alors que le concept des forces, c'est bien de s'exciter sur ce qui va bien et de se dire, bon, ça ne change pas, ça fait 10 ans que je suis mauvais en maths, ça ne changera pas, j'en fais mon deuil, je sais que je suis mauvais en maths, on va juste trouver des façons de gérer ça, mais on va mettre toute l'énergie, toute l'attention sur ce sur quoi on est bon. Et il y a plusieurs façons pour tout à chacun de déterminer ce à quoi on est bon. Il y a d'abord un test en ligne que je fais faire à toutes les personnes avec qui je travaille, que j'accompagne en mentoring, qui s'appelle le Strength Finder, qui fait ressortir les 5 forces voilà, sur lesquelles on est. Et par ailleurs, il y a une autre façon, c'est aussi de s'auto-analyser. Par exemple, en disant, si j'étais le CEO de la boîte dans laquelle j'évolue, eh bien, est-ce que je m'engagerais dans cette boîte et pourquoi est-ce que je m'engagerais? Ou si tous les 6 mois, mon contrat était amené à disparaître, qu'est-ce que je dirais à la personne qui a le pouvoir de faire que je reste plus longtemps pour qu'elle reste? Eh bien, probablement les choses que vous diriez, c'est probablement vos forces. Et puis enfin, on peut demander à des pairs, à des collègues de travail, à des supérieurs, des gens qu'on valorise, en qui on a confiance, de ce qu'ils en pensent. Et là, généralement, quand on fait la triangulation de cette self-analysis, ce que fait l'ordinateur, le Strength Finder, et quand on demande à d'autres personnes, eh bien, généralement, on retrouve les mêmes forces qui ressortent de plein d'endroits différents. Ok, excellent. Et donc, on voit bien comment développer ces forces, identifier puis après les développer. Maintenant, évidemment, pour les faiblesses, je te rejoins complètement. C'est vrai que c'est très européen, voire français, de se focaliser sur les faiblesses. Et alors que peut-être de l'autre côté de l'Atlantique, on a plutôt tendance à se dire qu'on va accentuer ses forces et effectivement gérer ses faiblesses. Alors, comment est-ce qu'on gère ces faiblesses? Comment est-ce qu'on… Alors, je veux aussi répondre à la question de Florence, parce qu'elle dit que c'est aussi important et motivant de se développer dans les sujets qu'on maîtrise moins. Personnellement, apprendre est un vrai moteur, sinon je m'ennuie. Alors, attention, Ouais. je ne dis pas, par exemple, une force, il faut comprendre, par exemple, si quelqu'un est très bon en droit, d'apprendre dans des nouveaux domaines du droit, eh bien, c'est finalement capitaliser sur ses forces. Selon ce que j'appelle les faiblesses, les choses auxquelles on est moins bon, c'est vraiment les choses dans lesquelles on est mauvais. Donc, moi, par exemple, je suis mauvais en maths, je suis mauvais avec les chiffres. On a beau me dire qu'il faut s'y intéresser, que ça va venir, ça ne vient pas. J'ai un blocage, ça ne m'intéresse pas. Je m'en contrefiche. Et du coup, eh bien moi, comment je maîtrisais? Comme je le sais, et que je sais que ça ne va rien changer, je peux aller faire des cours, je peux suivre des formations, ça ne changera rien, ça m'emmerde. Eh bien, j'avais demandé, quand j'étais directeur juridique à la finance, la première chose que j'ai demandé, de me donner un business partner en finance. Tout simplement parce que je savais que cette personne, ça lui prendrait 5 minutes de vérifier que tout était bon et de me parler tous les mois. Et je la rencontrais tous les mois pendant une demi-heure pour faire le point sur les chiffres et sur le budget. Et puis, c'est elle qui me préparait les présentations, les trucs dont j'avais besoin. En gros, on va chercher à manager des choses sur lesquelles on est moins bon. Mais ça s'applique à des tas de choses. Quelqu'un qui est timide à l'extrême, il peut suivre tous les cours de formation de prise de parole en public qu'il veut. On va faire bouger les choses un tout petit peu, mais ça ne sera jamais un orateur né. Et ce n'est pas grave. Ce que je dis juste, c'est qu'on peut soit passer un temps de dingue à essayer de corriger quelque chose sur lequel on n'est pas bon, soit on l'accepte, on se dit c'est pas grave, et on fonce et on met toute l'économie, toute l'énergie, pardon, sur ce sur quoi on est bon. Et moi, chez Yahoo, ma carrière a explosé. Vraiment, c'était tellement flagrant. Le jour où finalement, j'ai commencé à devoir manager, je suis passé de
24 à 50 personnes et qu'on m'a dit vraiment, on veut que tu deviennes un leader de cette équipe. D'ailleurs, on te donne un mentor et tu vas travailler sur ça. Et en fait, subitement, c'était mes forces et je suis devenu vraiment bien meilleur dans ce que je faisais. J'ai diminué grandement. Je ne suis pas un mauvais juriste, mais je suis loin d'être le juriste le plus extraordinaire de la planète, ni le plus technicien. Moi, dès qu'il y a une opinion d'avocat qui dépasse 2 pages, je m'endors et ça me fatigue. Donc, il y en avait beaucoup à lire. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est faire bouger les lignes, défendre mon équipe, les faire grandir, les faire avancer, mettre en place des programmes de formation, etc., etc. C'est des choses qui m'intéressent et dans lesquelles je suis naturellement bien plus bon. Et bien donc le jour où j'ai finalement arrêté de faire du droit plus technique et que je me suis mis à fond dans ce qui étaient mes forces naturelles, et bien là, ça n'a pas arrêté. Les promotions sont arrivées les unes après les autres à une vitesse hallucinante. J'ai terminé leader de l'année en 2012 chez Yahoo. J'ai terminé directeur juridique adjoint. Enfin, voilà, ma carrière s'est accélérée le jour où je me suis concentré sur mes forces. Donc, c'est ça que je dis, Florence. Si tu dis se développer dans des sujets qu'on maîtrise moins, oui, mais parce que tu es bon en droit. Voilà. Mais par contre, si on parle d'une faiblesse que tu as et quelque chose que tu ne fais pas bien et que vraiment tu as énormément de mal à le faire parce que ce n'est pas dans tes gènes, ce n'est pas qui tu es, ma recommandation, c'est de ne pas passer trop de temps à essayer de s'améliorer là-dessus et de plutôt se concentrer là où tu es déjà excellente parce que le potentiel, il est vraiment là. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus, les plus grands champions, que ce soit de sport, que ce soit les artistes, que ce soit les chanteurs, eh bien, ils ont des coachs vocaux, ils ont des coachs sportifs, ils ont tous des coachs pour travailler ce en quoi ils sont déjà excellents. Et c'est un peu la même idée. Je trouve tes J'espère exemples, avoir répondu à ta question, Florence. à mon avis, oui. Et je trouve tes exemples extrêmement parlants. Et moi, si je peux faire tu vois, un parallèle avec un rôle, par exemple, de CEO, ben, là où je dois exceller, c'est dans l'évangélisation, dans la vente, dans les aspects de produits, typiquement pour un software. Mais par exemple, typiquement, tout ce qui est gestion admin, financière, etc., si je n'ai pas une affinité particulière avec ça, j'ai plutôt intérêt à déléguer ça à des professionnels, à un comptable, à une autre membre de l'équipe qui est plus dans les chiffres, et moi me concentrer sur les aspects où je suis attendu au tournant. Et si je peux essayer de reformuler aussi, et pour répondre à Florence d'une autre manière, on dit souvent, il y a un peu un cliché qui dit que voilà, il ne faut pas hésiter à, entre guillemets, sortir de sa zone de confort et faire des choses nouvelles. Mais en fait, je crois que le terme le plus juste, c'est de se dire qu'on va étendre sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des choses, passer du coq à l'âne et vraiment faire des choses qui ne nous correspondent pas, mais plus essayer de se dire, OK, je suis déjà à l'aise dans ce périmètre-là. Par exemple, j'ai une affinité particulière au droit de la propriété intellectuelle. Un sujet qui est très fort lié, c'est la protection des données. Mais je peux étendre ma zone d'expertise à cette matière-là. Je vais apprendre des nouvelles choses. Je reste dans un terrain plus ou moins connu. Mais il y a quand même des nouvelles choses que je vais apprendre et donc petit à petit, je peux développer mes compétences comme ça. Je ne sais pas si ça te parle, cette manière de le reformuler. Ah, mais moi, je suis totalement d'accord. Enfin, c'est la base, voilà, c'est la base de la chose. Et franchement, enfin, je l'ai vu tellement de fois. Voilà, quoi, c'est véritablement, c'est la clé absolue, selon moi, du succès. Voilà, donc c'est en tout cas, ce que je prône. Très clair. Si Conserve. on, si on revient un peu sur l'équipe, donc tu parlais tout à l'heure, je trouvais ça génial qu'une bonne équipe a la clairvoyance, la conscience pour pouvoir identifier les trous et y remédier. Mais quand vient le moment de recruter un autre membre de l'équipe, comment est-ce que toi, tu as fait dans tes nombreux recrutements pour t'assurer d'avoir les meilleurs profils, ceux qui complètent vraiment ta team à merveille? Ah ben, écoute, déjà, donc je l'ai dit, déjà, il faut recruter des gens meilleurs que soi. Voilà, moi, je pense qu'il faut absolument pas hésiter. Trop de juristes encore ont l'impression que pour manager quelqu'un, ils doivent le dominer intellectuellement, en tout cas d'être meilleur qu'eux dans la technique. Alors que moi, je pense que pas du tout. En fait, je pense qu'il faut recruter, notamment quand on est directeur juridique, des gens qui sont bien plus intelligents que vous et de préférence qui maîtrisent à fond les sujets que vous ne maîtrisez pas. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à juste reprendre des gens qui savent faire la même chose que vous. Donc, voilà. Donc, moi, déjà, recruter meilleur que soi dans des domaines différents, ça, c'est le premier. Ensuite,
je dirais qu'il faut, d'un point de vue technique, alors bon, moi, je suis absolument contre, et j'ai déjà discuté avec certains membres du Network Fleet qui ne sont pas là aujourd'hui, mais voilà, moi, je suis contre les tests techniques. Voilà, je trouve que c'est terriblement prétentieux de la part d'une entreprise de penser qu'elle est si importante que quelqu'un va passer 2 jours, enfin 2 heures, 3 heures, voire une journée entière. Quelqu'un m'a dit une fois, non, cette candidate n'est pas intéressante. On voit qu'elle a passé 2 heures sur le test. Elle n'a pas vraiment passé la journée pour développer le truc à fond. Et voilà, moi je me dis, mais qui va passer une journée non payée pour faire un test technique pour espérer rejoindre une entreprise? Voilà, moi je trouve ça totalement absurde et voilà, vraiment, je ne comprends pas qu'on fasse faire ça aux gens. Moi, je pars du postulat que les gens, s'ils ont un certain niveau, ils ont la technique. Je veux dire, s'ils sont restés 3-4 ans dans une boîte, et notamment des boîtes très connues, etc., c'est que c'est quand même pas des imbéciles. Donc, si la personne a réussi à survivre 3 ou 4 ans dans une boîte comme Apple, comme Ralph Lauren, comme Tommy Hilfiger, enfin, c'est des boîtes dont sont venues certaines des personnes que j'ai engagées. Voilà, que probablement ils ont ce qu'il faut. Donc moi, je trouve pas ça très intéressant. C'est marrant. Moi, je suis d'un autre avis. Je pense que les tests techniques, ils sont moins utiles pour générer le côté technique. Tu vois, pour se faire une idée du point de vue vraiment technique, parce qu'au final, ouais, tu sais peut-être pas en fait ce que tu es en train de demander, mais c'est plus au niveau de la, comment dire, de la manière de communiquer et de la Alors voilà, manière, donc tu là, on vois, arrive à autre chose. Et ouais. donc, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que du coup, il faut faire des interviews pour moi comportementales. Mhm. C'est-à-dire mettre le juriste, mais aller tester comment il écrit une consultation et tout ça. Enfin bon, je veux dire, chaque boîte a son style. On ne peut pas deviner, quand on est externe à la boîte, la façon, si on doit faire des romans, si on doit faire du PowerPoint, si on doit travailler par Slack, par email, si on a le droit à 50 mots ou 4 lignes. Enfin, je veux dire, on ne peut pas savoir. Donc, en soi, la façon de présenter, c'est tant que quelqu'un sait s'adapter, ça, il saura le faire. Donc, ce que je trouve plus intéressant, c'est des tests comportementaux. Par exemple, vous devez faire une présentation au comité de direction d'une décision qui ne valide pas, ou en tout cas, vous savez que ça ne va pas leur plaire. Comment vous y prenez-vous? Voilà. Donc Mhm. ça, c'est plus intéressant parce que bah voilà, je vais préparer une présentation, je vais essayer qu'il n'y ait que 2 slides, je vais présenter les options de différentes manières, option 1, option 2, option 3, enfin, voilà, par exemple. Ou vous avez 5 priorités à faire, enfin 5 choses semblent toutes prioritaires, toutes au même degré d'urgence. Voilà, une vient du DG, une vient de votre boss, une vient d'un client important, une vient de la DGCCRF, je ne sais. Comment gérez-vous alors qu'elles doivent toutes être faites pour la fin de la journée? Ouais. Voilà, donc là, on voit comment la Donc, personne va donc réfléchir, là, va penser. tu testes les réactions à certaines Laisse les situations réactions, les dans la boîte comportements. et pas la technique de OK, qu'est-ce que vous Mais pas répondez la si on vous technique, demande. parce que la technique, de toute façon, on va aller la chercher dans les livres, on va aller consulter un avocat, on va aller se plonger dans la jurisprudence. Enfin, voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Et puis surtout, ça n'a pas de sens de faire travailler les gens pour avoir un job à ce point-là. C'est déjà assez difficile comme ça. Donc voilà, moi, voilà, personnellement, je suis contre. Quand j'ai vraiment un doute, encore une fois, parce que je trouve que c'est très présomptueux de la part de quelqu'un de supposer que je suis tellement plus intelligent que toi techniquement que je vais te faire passer un test. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais s'il s'agit, j'ai un doute, généralement, je demande à un avocat avec lequel je travaille de faire un test technique et je passe par un avocat et j'envoie faire un interview avec un avocat. Comme ça, c'est un petit peu plus détaché. Voilà. C'est très rare que je le fasse, mais voilà, si parfois j'ai besoin de choisir entre 2 candidats et j'ai un doute, je vais utiliser cette technique. Mais voilà, moi, je ne crois pas au test technique. Enfin, en tout cas, voilà, c'est mon point de vue. OK, Évidemment, ça n'engage que moi. Et super. enfin, je pense qu'il faut aussi recruter, c'est très important, des personnalités qui sont 100% en accord avec la culture qu'on a mis au sein de l'équipe, les valeurs de l'équipe, comment fonctionne l'équipe. Parce que si on met quelqu'un on n'a engagé que des gens qui étaient souriants, péchus, etc., et qu'on prend quelqu'un qui est un corbeau sous Prozac dans sa nature, bon voilà, ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est pas que cette personne est mauvaise ou quoi que ce soit ou autre, mais voilà, pas Mhm. nécessairement Ouais. euh, On un parle bon souvent fit pour du… l'équipe. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, le terme, le fit avec l'équipe. Et ça, c'est un fit au Absolument. niveau de la personnalité. Et si je peux rebondir sur le point des valeurs, ça, c'est hyper intéressant. Comment est-ce que tu les définis au sein de l'équipe? Parce que pour que ton candidat puisse correspondre aux valeurs, il faut au préalable pouvoir les définir.
Comment est-ce que tu les définis en tant que leader et comment est-ce que tu Eh t'assures qu'ils bien, soient… ça, généralement, c'est un travail que tu fais avec ton équipe. Ouais. Donc, il faut faire travailler, à mon avis, l'équipe sur les valeurs. Alors, il y a un moyen très simple, hein. Tu leur demandes de prendre des post-it et puis de coller sur un mur et de décrire avec leurs mots ce qui caractérise l'équipe, hein, parce que ça doit venir du légal. On est fun, on est des techniciens, on est réactif, on aide le business à prendre des décisions éthiques, on est des leaders, enfin, etc. Donc, ils mettent tout ça. Et puis, donc, elles ne doivent pas être inventées. Ça doit vraiment être ce que l'équipe ressent au jour le jour. Et puis, après, eh bien, en reprenant tous ces mots, on essaie de dégager des grandes tendances avec l'équipe et puis de mettre des actions derrière. Par exemple, que si on dit on est teamwork, hein, on est une équipe qui travaille, qui sait travailler en équipe, eh bien, derrière, on les illustre avec des actions concrètes et on essaie d'imaginer la vie au quotidien de l'équipe qui vivrait cette valeur et à quoi ça ressemblerait dans la vie réelle. Teamwork, ça veut dire qu'on fait des meetings ensemble, ça veut dire que de temps en temps, on fait du team building. Ça veut dire que de temps en temps, on va déjeuner en équipe. Ça veut dire qu'on se protège les uns les autres. Ça veut dire qu'on ne va pas critiquer un membre de l'équipe hors de l'équipe face au business. Ça veut dire qu'on couvre ses camarades, etc. On cherche tous les comportements. On s'assure que tout le monde est d'accord. Et puis, à partir de là, eh bien, on peut les écrire et ça devient un compas pour l'équipe, une sorte de phare qui permet de guider l'équipe vers voilà, dans ce qu'elle va accomplir. Nous, on en avait chez Yahoo. Je vais vous les épargner, mais enfin, on en avait 6, dont teamwork, dont leadership, dont perspective, par exemple. Et toute l'équipe était capable de les nommer. Et ce qui est très important, c'est que d'abord, ces valeurs, elles doivent compléter les valeurs de l'entreprise. Si on a des valeurs d'équipe au juridique, elles ne peuvent pas les contredire. Donc, il faut bien évidemment s'assurer que les valeurs du juridique qu'on a définies avec son équipe matchent celles de l'entreprise. Ça, c'est le premier écueil. Et le deuxième écueil, c'est que si on crée des valeurs, eh bien, il faut les vivre tous les jours. C'est-à-dire que ça ne sert à rien je dis souvent, ceux qui m'ont déjà entendu le dire, je dis values, live them or laminate them, c'est-à-dire vivez-les ou alors on les met sous plastique, hein, dans une petite carte plastifiée qui va dans le portefeuille parce qu'on est très content, on a des valeurs, puis on ne les regarde plus jamais. Bon, bah, si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien de faire des valeurs et des avoirs parce que les valeurs, c'est quelque chose qui se vit chaque jour et c'est chaque membre de l'équipe qui va du coup se rappeler aux autres, attention, voilà, tu n'es pas teamwork. Pour le coup, voilà, tu es très individualiste et ça, ce n'est pas les valeurs qu'on veut au sein de cette équipe. Ok, super clair. Voilà. Trop, trop bien. On a couvert déjà pas mal de sujets, hein, donc leadership, équipe, valeurs. Et donc, bah, il est temps d'arriver au cœur de webinaire, hein, mener son équipe au succès. Alors, question très simple, hein, comment mène-t-on son équipe légale au succès? Ben, on a un peu touché hein, toutes les façons avec lesquelles on va y arriver. Donc, déjà, tu as une picture of success, tu as donc une vision, tu as des objectifs, l'équipe a suggéré des actions concrètes pour y arriver. Chacun sait ce qu'il doit faire au sein de l'équipe de manière extrêmement précise, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, si on dit organiser un déménagement de l'équipe qui, par exemple, serait dans différents bureaux au même étage, c'est Stéphane qui va s'en occuper. Eh bien, Stéphane, il sait qu'il doit s'occuper de cette histoire de déménagement d'ici le 15 mars 2022 à raison d'un point par semaine. Voilà. Et que c'est lui qui own le goal et qui va donc mener ce projet avec des points réguliers. Et puis, on va s'assurer par ailleurs donc d'avoir les valeurs, hein, des valeurs très claires. Stéphane va le faire en appliquant les valeurs de l'équipe. Donc là, tout à l'heure, je parlais de teamwork, donc avec du travail en équipe. Il va essayer de trouver que chacun soit assis à un endroit dans ce nouvel étage dans lequel on va aller où tout le monde est à l'aise parce que voilà, on est un travail d'équipe. Et puis, on va s'assurer aussi, ça c'est le rôle du leader, qu'on a le bon casting dans l'équipe. C'est-à-dire, si on prend l'image d'un bus, eh bien, les bonnes personnes dans le bus, au bon endroit, au bon siège. Et on va faire les ajustements nécessaires en tant que leader. C'est-à-dire que si on doit shifter 2 personnes dans le bus, parce que par exemple, pour prendre mon exemple de la prise de parole en public, eh bien, quelqu'un est le porte-parole de l'équipe alors que c'est un timide, fini, versus un autre qui fait, je ne sais pas moi, du droit des contrats alors que c'est un orateur hors pair, eh bien, on va peut-être faire des petits ajustements et shifter les rôles des uns et des autres pour que eh bien, leur job description match réellement ce à quoi ils sont excellents. Et puis, il faut savoir aussi que parfois, on a des gens dans le bus legal, de Ledger, de Disney, de Yahoo ou de Enco,
qui n'ont rien à faire dans ce bus parce que soit ils ne matchent pas les valeurs, soit ils n'ont pas les bonnes forces, soit voilà. Et donc, parfois, il faut savoir se séparer des membres de l'équipe. C'est toujours difficile, mais il faut savoir le faire et il faut savoir être conscient quand ça vous arrive que le jour où on vous fait partir d'une entreprise, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, vous. Ça veut dire que par rapport à l'entreprise, au bus dans lequel vous n'étiez pas aligné. Mais ça ne veut pas dire que vos forces, que vous êtes, qui vous êtes, comment vous êtes, etc., ne va pas convenir à un autre bus dans une autre équipe. Et ça, c'est très important parce que voilà, il ne faut pas, lorsqu'on se sépare d'un collaborateur, voilà, il faut bien faire comprendre que c'est par rapport au projet d'équipe, par rapport où va la société et par rapport au bus qu'on était en train de conduire qu'il y a un problème. Mais ça ne veut pas dire que la personne est vraiment sans espoir. Au contraire, ça se trouve, il y a des tas d'exemples qui montrent que des gens sont partis dans une entreprise où ça ne fonctionnait pas et qui ont une carrière fabuleuse ailleurs. Ah, mais c'est clair, hein, en tant qu'individu dans une équipe, mais donc, tu peux correspondre à la culture ou pas, et tu peux complètement t'épanouir dans une autre culture, dans un autre bus. Si je reprends Exactement. ton image. J'aime beaucoup cette image d'ailleurs. Et donc, ouais, mener son équipe juridique, c'est donc s'assurer qu'on a les bonnes personnes dans le bus, au bon endroit, et que si à un moment donné, quelqu'un dans le bus n'est plus à sa place, communiquer qu'elle doit descendre du bus pour aller en prendre un autre. Décision pas facile, mais nécessaire si on veut mener son équipe au succès, parce que c'est pour le bien de l'équipe d'une manière générale. Super. Écoute, on a parlé déjà pas mal enfin, on a abordé le gros du sujet. En parlant de leadership, j'ai lu quelque part que toi, tu avais défini pour toi ton style de leadership. C'est important de le définir, et peut-être du coup, quel est le tien, si tu peux donner Alors, un exemple ou deux. ouais, c'est très important quand on prend une nouvelle équipe ou même quand on en a une avec qui on n'a pas communiqué là-dessus pendant un moment. Et ça, c'est toujours quelque chose que je fais avec toutes les personnes avec qui je travaille. C'est de définir son style de leadership. Alors, ce style de leadership, c'est très, très simple. Vous pouvez tous le faire de manière hyper simple. C'est de prendre 5 questions qui sont d'ailleurs en anglais dans le texte. The things I will do for you, the things I will not do for you. The things to do with me, the things not to do with me, et enfin, how to communicate with me. Et donc, c'était de mettre sur la table de manière hyper claire les règles du jeu de comment on travaille, voilà, comment il faut travailler avec vous. Lorsqu'on fait ça, parce que ce n'est pas une dictature, on demande toujours en parallèle à ces équipes de eux faire l'exercice dans l'ordre inverse et de présenter ce que j'appelle leur working style, c'est-à-dire les do's and don'ts de travailler avec eux. Et lorsqu'on fait cet échange, c'est-à-dire un leader qui proclame son style de leadership à base d'exemples, en prenant le temps de vraiment aller doucement, d'expliquer ses I will, I want, ses do's et ses don'ts, eh bien l'équipe peut poser des questions de clarification, et donc on gagne des mois d'incompréhension. Hein. Et puis de la même manière, lorsqu'un leader prend le temps d'écouter comment son équipe fonctionne, eh bien lui aussi va apprendre énormément de choses. Alors, pour être très très concret, hein, si je te donnais quelques exemples, par exemple, moi j'aime bien dire I will put people forward. Donc je vais mettre les gens en avant et je ne vais pas prendre le crédit pour les projets faits par des membres de mon équipe. Donc même si c'est un sujet qui touche le comité de direction, si c'est Amandine qui a travaillé ce sujet, eh bien je vais faire venir Amandine avec moi au comité de direction pour expliquer et la mettre en avant, expliquer le sujet sur lequel elle a travaillé. De toute façon, si elle fait une super présentation, ça va rejaillir sur moi en tant que leader de cette personne qui a fait une présentation extraordinaire. Donc, je n'ai pas à avoir peur de m'approprier son travail. Voilà. Et donc, voilà, où je vais dire à quelqu'un, à une équipe, je vais dire, pensez à l'intérêt de l'équipe avant de penser à votre propre intérêt. Voilà, ça va être ce genre de choses. Donc, ou ne m'approchez pas, dans un cas d'un don, ne m'approchez pas en étant agressif. Je ne réagis pas bien à l'agressivité. Voilà. Donc, voilà, on donne ces règles du jeu, on écoute en retour les règles du jeu, ou en tout cas comment les personnes que vous managez aiment fonctionner. Et sur la base de tout ça, eh ben, on a une communication, ce que j'appelle un clear contracting, qui est un contrat clair entre les uns et les autres. Et on gagne un temps fou plutôt que de s'observer et d'essayer de se comprendre pendant des semaines. Oui, exactement. Non seulement tu gagnes du temps, mais tu évites tous des problèmes de non-dit, et c'est toutes les règles non écrites que tu as quand tu travailles dans une équipe avec ouais, attention, lui, contacte-le
plutôt par Slack ou par email. Attention, lui, il est plutôt du matin ou plutôt du soir ou tu dois l'aborder dans un franc-parler direct ou plutôt non, tu dois plutôt prendre des pincettes. Donc, c'est génial. Et donc, toi, tu as défini ton leadership style. Alors, tu t'invitais chacun de tes collaborateurs à faire de même À pour faire que… d'eux-mêmes si manager leurs équipes, ou en tout cas au moins à faire le do's and don'ts of working with them si c'était juste qui manageaient personne. Mais je voulais savoir eux comment ils aiment travailler. Et Ouais. certains vont vous dire ne pas me parler avant mon troisième café le matin, ou je suis pas du matin, etc. Mais c'est bien, où je travaille, on est avec des écouteurs, j'ai besoin de me Ouais. concentrer. Enfin voilà, ben, comme ça on le sait. Où j'aime bien avoir des plages ininterrompues pour pouvoir faire du Exactement, pour travail, me du deep concentrer, work. etc. Tout ce genre de choses. Voilà. Ok, super clair. Excellent. Ben, écoute, on a balayé énormément de sujets et on arrive bientôt à la fin de l'interview. Mais avant d'y arriver, c'est le moment des Fire Rapid Questions où je vais te poser une série de questions rapides et l'objectif pour toi, c'est de répondre en quelques mots ou une phrase. Ok, Ça va, tu es vas-y. prêt? Je suis prêt. Vas-y, lance. Alors, première question, Word ou Google Docs? Ah non, Google Doc, sans hésitation. Tu veux que je me justifie ou je te donne juste Oui, la justifie. réponse? Ouais, exactement. Ouais, bon, Google Doc parce qu'il faut absolument, voilà, notamment quand on a un contrat à négocier, c'est magique. Tout le monde met ses commentaires sur le contrat en même temps. On a la vision de tout le monde. Non, ça c'est Google Doc, ça a révolutionné ma façon de travailler. Donc Google Doc sans hésitation. Très clair. Deuxième question, email ou Slack? Alors, comme je suis un juriste, Jones, que je ne fais pas mon âge, etc., je devrais répondre Slack. Oui, effectivement. C'est la bonne réponse. Par contre, mais je vais répondre email parce que l'email est ma to-do list. C'est-à-dire que ce qui est dans mon inbox, c'est les choses que j'ai à faire. Et voilà. Et donc, sur Slack, c'est un peu moins facile, même si on m'a montré comment garder, comment mettre des messages dans favoris, comment les mettre en highlight, non lu, etc. Donc, voilà, c'est juste un peu moins intuitif, mais je travaille énormément sur Slack aussi, puisque le Fleet Network fonctionne avec Slack. Donc, 320 membres échangent à travers Slack. Mais voilà, mais si tu me poses la question email ou Slack, je vais te répondre email et je vais faire vieux jeu. Très clair. S'il y avait une amélioration à améliorer dans le monde du légal, quelle serait-elle et pourquoi? Bon, je crois que si vous n'avez pas compris après cette heure que pour moi, ce qu'il faudrait améliorer, ce serait de donner des cours de management et de leadership en fac de droit. En tout cas, voilà, je sais qu'on a je ne sais pas si ça se fait maintenant, peut-être. Voilà, j'avoue que je ne me suis pas tenu au courant de ce qui se passe exactement dans les facs de droit, mais en tout cas, à mon époque, ça n'existait absolument pas. Et souvent, les juristes et les avocats sont de piètres managers. Mais voilà, et c'est vraiment quelque chose qu'on entend très souvent. Et je trouve que c'est assez vrai, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas les bonnes clés. Et on leur a pas donné les bons trucs et astuces. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Et tout ce que je vous dis, hein, ça sort pas de moi, ça sort du mentor que j'ai eu en 2006 lorsque voilà, on m'a demandé de manager 50 personnes et qu'on m'a guidé sur comment le faire. Et on m'a guidé avec tous ces trucs et astuces que je vous ai donnés aujourd'hui. Donc voilà, être meilleur techniquement que la personne qu'on manage, comme souvent le croient les juristes et les avocats, ce n'est pas la seule raison pour laquelle on manage quelqu'un. Loin de là, il y a énormément d'autres choses à faire et énormément de soft skills à développer. Et récemment, j'ai eu la chance qu'un cabinet d'avocats qui est partenaire de Fleet Network, qui est d'ailleurs un très très bon cabinet d'avocats, ils fonctionnent en flex, ils ont un baby-foot, c'est le cabinet BG2V, je vais faire un peu de Ouais, pub pour eux, le ouais, évidemment. BG2V avocat. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont accepté, certains associés, de faire des séminaires d'équipe avec leur équipe, avec moi. Ils n'étaient pas très convaincus, mais ils ont accepté de le faire et ils en sont ressortis enchantés en disant « mais je ne pensais pas que ça pouvait débloquer autant de choses, une journée avec les collaborateurs, à faire des exercices comme on a fait aujourd'hui ». Et voilà, et donc ils étaient absolument enchantés et ils ont réalisé que, ben oui, au-delà de la spécificité technique, il y a plein de choses que l'on peut apporter en tant que leader à ces équipes. Et voilà, et donc voilà, si je changeais une chose, ce serait des cours de leadership et de management dans les études de droit. Très clair. Et oui, je fais un parallèle. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très ancré dans l'industrie du légal. Tu vois, de se dire, ah ben parce que je suis plus expert, je serai forcément un meilleur manager. Par exemple, dans le domaine de la tech, tu vois, il y a une distinction qui est très claire entre les managers qui aiment manager des équipes et mener des projets, et puis les makers qui sont très, très bien juste dans le fait de coder et tu vois, qui veulent juste devenir un expert dans leur domaine. Et c'est pas parce que tu es un meilleur maker que tu vas forcément devenir manager. Au contraire, il y a à un moment donné un choix qui se fait dans la carrière.
Et c'est quelque chose qui est très, très, très accepté. Il n'y a pas de débat là-dessus dans la tech. Du côté légal, on est encore un peu dans on confond les deux, en fait. On confond expertise Encore. Mais ça va technique changer. et managériale. Je J'ai pense pris mon aussi. bâton de pèlerin, ça va changer. Mais je pense qu'il y a un changement qui s'amorce, mais notamment grâce à des personnes comme toi. Mais ouais, ça va prendre du temps, mais c'est peut-être encore le début, mais je suis sûr qu'on va y arriver aussi. Une prochaine question, un livre ou un article de blog que tu recommandes? Alors moi, je vais rester fidèle à tout ce que je vous ai dit depuis le début. Je vais parler de Disney une fois de plus, mais je vais vous parler plus exactement du dernier CEO de Walt Disney Company. C'est quelqu'un qui s'appelle Bob Iger, qui a écrit un bouquin qui s'appelle très exactement Ride of a Lifetime. Et c'est absolument passionnant de voir. Donc, ça raconte toutes ces années en tant que CEO de Disney et notamment des événements absolument incroyables et hyper intéressants pour des juristes comme le rachat de Marvel, de Pixar, de Lucasfilm. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que Bob Iger n'hésite pas à parler de diverses crises qu'il a pu gérer, comme par exemple dans la même journée, l'ouverture de Shanghai Disneyland et malheureusement, un enfant de 3 ans qui se fait manger par un crocodile à Disney World pendant qu'il jouait sur la plage et le crocodile est sorti, l'a attrapé et a tué le petit garçon. Et ça arrive dans la même journée, c'est-à-dire l'ouverture de Shanghai Disney, il est à Shanghai et il reçoit cette information et comment il gère. C'est absolument extraordinaire à lire. En termes de leadership, ce qu'il fait, c'est génial. Et ce qui est très, très intéressant pour les juristes dans le bouquin, c'est qu'en parlant de trusted advisors, même si ce n'est pas vraiment le mot qu'il utilise, Bob Iger est constamment entouré de 3 personnes. Et là, je m'adresse à tous les patrons qui croient encore que le juriste doit être au fin fond des cales, reportant à je ne sais qui. Il est entouré de 3 personnes. The head, donc la patronne des corporate communication, de toute la com, elle est toujours là. La deuxième personne, c'est le Chief Financial Officer, le directeur financier, qui est toujours présent dans ses décisions. Et le troisième, vous l'avez deviné, bien évidemment, c'est le General Counsel, le directeur juridique, qui est présent. Et à chaque fois, il consulte ces 3 personnes. Et on en entend parler très souvent dans le bouquin. Parfois, il dit ouvertement qu'il entend l'avis du juriste, mais qu'il ne va juste pas l'écouter, mais qu'il l'a pris et que son directeur juridique était dans sa posture de lui recommander ce qu'il recommande. Et il est dans sa posture de totalement ignorer ce que lui a conseillé son directeur juridique. Donc, c'est super intéressant. Donc, Bob Iger, Ride of a Lifetime, et même la traduction du bouquin est sortie il y a quelques semaines et on la trouve sur Amazon. Ah, bah, Voilà, trop on bien. l'a pu On mettra Amazon, le- la Fnac, Voilà, donc plus ou dans d'excuses n'importe pour ceux quelle bonne qui ont librairie de quartier. Bah, trop bien, on mettra le lien en description. Euh, une routine que tu recommandes avec une équipe juridique? Et bon, bah alors là, ça va être très simple parce que je viens de l'exprimer. C'est évidemment de faire son leadership style et son working style. Voilà, ça Mhm. c'est ce dont j'ai parlé. Ok. Et voilà, je vous le mets même, tu vois, je multitask, je vous mets le lien Mhm. de Bob Iger. Et donc Ok. voilà, c'est systématiquement, dès qu'on arrive dans une équipe, on présente son leadership style, mais dans la première semaine, dès qu'un nouveau collaborateur arrive, dans son premier jour, on lui présente son leadership style et évidemment, on prend en retour le working style des uns et des autres. Très clair. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à un juriste qui débute sa carrière? Alors, je sais que très souvent, dans sa carrière, on prend le premier job qu'on trouve et qu'on est content d'avoir trouvé. Mais si possible, ça serait génial d'avoir un super mentor comme dans son premier job. Moi, j'ai eu cette chance au service juridique de Disneyland Paris. À l'époque, j'ai travaillé pour une femme qui s'appelle Catherine Guigou, qui est après devenue avocate à Marseille et qui, d'ailleurs, je crois, va bientôt prendre sa retraite. Mais voilà, elle m'a tout appris. Donc, c'était vraiment mon premier mentor. Donc, je lui fais un petit coucou. Je lui enverrai ce replay pour qu'elle puisse entendre que j'ai parlé d'elle parce que vraiment, je lui dois énormément. Et voilà, c'est véritablement essayer d'avoir quelqu'un, que ce soit votre boss direct ou alors peut-être un juriste plus âgé qui est là, mais en tout cas d'avoir un mentor qui va vous faire gagner un temps fou parce que quand on sort de l'université, on ne sait rien, hein, on ne va pas se mentir. Donc, c'est véritablement d'avoir vraiment ce mentor. Et si vous ne l'avez pas dans le premier job, bon, bah, faites 1 ou 2 ans, mais essayez vraiment que dans le suivant, lorsque vous passez les entretiens, vous arriviez à identifier par vos questions. Généralement, on va vous
vous me demandez si vous avez des questions, est-ce que vous avez un leader qui va vraiment prendre le temps d'être votre mentor et vous aider à grandir? Parce que c'est vraiment, pour moi, la chose la plus essentielle quand on débute. Pas prendre de mauvaises habitudes. Et d'ailleurs, je termine sur ce point, je suis toujours très, très ennuyé quand il y a des jeunes juristes qui sortent de la fac qui prennent dans de petites startups un rôle de juriste unique parce que malheureusement, il n'y a pas mieux, à mon sens, pour prendre de très mauvaises habitudes. Et d'ailleurs, ils s'en rendent compte assez vite parce qu'on leur demande des trucs, ils ne savent pas trop vers qui se tourner, etc. Donc, heureusement, grâce à Fleet Network, ils peuvent parler un peu. Mais voilà, moi, je ne recommande pas quand on sort de l'université de prendre un rôle de juriste unique. C'est vraiment le truc pour prendre des mauvaises habitudes. Donc voilà, avoir un bon mentor, ça me paraît être essentiel. Ouais, avoir un bon mentor, ne pas hésiter à demander de l'aide et être accompagné au départ parce que, comme tu l'as très bien dit, au début de sa carrière, on découvre tout et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, de poser des questions pour évoluer dans sa carrière. Absolument. Super. Eh bien, sur ces belles paroles, on va clôturer cette interview. Merci d'avoir pris le temps de te livrer en cette fin d'après-midi. Ce n'est pas encore tout à fait fini puisqu'on va maintenant passer aux questions du public s'il y en a. Sinon, moi, j'en ai quelques-unes qu'on m'a envoyées à l'avance. Je regarde le chat, je crois que c'était surtout des… Il y avait la question de Florence. auxquelles on a répondu. Pour ceux qui sont encore là, c'est le moment, c'est l'instant. Sinon, j'ai une ou deux questions ici que vous m'avez posées à l'avance. Oui, moi j'avais juste une question au niveau du timing parce que tout ça a l'air très très naturel et très réfléchi quand tu parles du leadership, etc. Mais je me demandais à quel moment tu l'as conscientisé, ce leadership. Écoute, je l'ai conscientisé lorsque en 2005, j'étais responsable de 3 personnes chez Yahoo France et qu'on m'a demandé du jour au lendemain de manager 50 personnes, dont mes pairs, et de prendre la tête de l'équipe. Et c'est à ce moment-là que le directeur juridique de Yahoo Group dans le monde, l'américain, Mike Callahan, m'a suggéré, m'a proposé, m'a dit, est-ce que tu voudrais un executive mentor pour t'aider à t'accompagner dans ce job qui n'est vraiment pas le même que celui que tu faisais jusqu'à présent. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'en ai rencontré 2 ou 3. Et d'ailleurs, je recommande toujours à tout le monde de rencontrer, si un jour on vous propose un mentor, de ne pas prendre le premier qu'on vous donne. D'ailleurs, même moi, quand je rencontre des personnes qui vont éventuellement travailler avec moi, je les encourage à voir d'autres personnes. Moi, j'ai un style qui est ce qu'il est, d'autres ont un autre style. Il n'y a pas de problème, il faut juste trouver, c'est comme un psy ou un docteur, et, il faut trouver la personne qui vous correspond. Et il se trouve que dans les 3, il y en avait une que je trouvais complètement divine, qui faisait beaucoup de théâtre aussi, etc. Ça m'éclatait. Et voilà, je suis allé vers elle et on a travaillé 15 ans ensemble. Et d'ailleurs, même lorsqu'elle a pris sa retraite, elle m'a donné toute sa méthode, la méthode dont je vous ai parlé aujourd'hui et que j'utilise avec les gens que j'accompagne, en me disant, Pierre, you're going to be my legacy. Et donc, j'essaye de faire vivre bien sa méthode maintenant de nouveau en France et avec les clients que j'ai aux États-Unis notamment. Ah, c'est super. Question plus générique qu'on m'avait soumise. Tu as déjà peut-être partiellement répondu, mais je la pose quand même parce que tu auras peut-être une réponse différente. Et qu'est-ce que tu trouves doit changer dans le paysage des juristes d'entreprise de manière large, hein? Peut-être même en dehors du leadership, enfin juste… Oui, il y a 2 choses. Alors d'abord, il y a que toute personne qui est sur ce call, parce que je crois que vous me connaissez tous, qui ne va pas surprendre. Ce qui doit changer dans le paysage juridique français, c'est cette idée, notamment dans la tech. On le voit beaucoup moins dans les sociétés du CAC 40 d'ailleurs et dans les grands groupes parce que ça a changé. La dernière étude de la FJE ou du Cercle Montesquieu, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas montre que 3 juristes sur 4, directeurs juridiques sur 4 sont maintenant membres du comité de direction et reportent au CEO. Donc, on est à plus de 75% maintenant, un chiffre qui a été en très, très grande augmentation. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me ravit. Hélas, dans la tech, l'année dernière, notre étude et notre prochaine étude va bientôt sortir sur les juristes de la tech. Je dis notre parce qu'elle est faite en partenariat notamment avec FedLegal, que vous connaissez tous. Et donc, dans cette étude l'année dernière, on voyait que 78% des directeurs juridiques de la tech reportaient au CFO ou au DRH ou à quelqu'un, mais en tout cas, n'étaient ni membre du comité de direction, ni reportaient au CEO directement. Vous l'avez compris, pour moi, c'est une hérésie. Et j'espère que les choses vont changer. Et comme je le dis à tous les juristes, chaque fois que je les rencontre ou que j'ai un forum pour le dire, ça ne changera qu'avec 2 choses. Un, lorsque tous les juristes
arrêteront d'être, s'ils le sont encore, des freins au business. Il faut vraiment être un trusted advisor et aider le business à grandir. Donc, on est aussi responsable de la situation dans laquelle on est. Hein. Être au comité de direction, ce n'est pas un droit, ça se mérite. Et donc, ça, il va falloir vraiment travailler sur cette posture. Et voilà. Et la deuxième chose, c'est aussi, par ailleurs, refuser les jobs quand on ne reporte pas au PDG. Et à force que les PDG ne trouvent plus de juristes qui ne veulent pas reporter à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est comme ça que ça changera. Voilà. Et quand tu es déjà en poste, est-ce que tu as un conseil pour pouvoir changer le… Absolument. Eh ben, c'est Ouais. travailler avec moi parce que c'est mon, Mhm. c'est mon KPI. J'ai plusieurs personnes que j'accompagne et avec qui, d'ailleurs, je le dis hein, très, très ouvertement dans les calls de préparatoire avec les ressources humaines. J'ai même eu un cas récemment où on avait la directrice des ressources humaines, le directeur financier et la personne qui reportait au directeur financier. Et on m'a demandé quel était mon KPI et j'ai dit, eh bien, le KPI, ce sera lorsque c'est une évidence que la personne que j'accompagne ne te reporte plus. Je parlais au directeur financier mais reporte à ton boss, c'est-à-dire au PDG. Ça sera ça le KPI. Il s'est explosé de rire et il a dit, écoute, j'adore ton KPI, c'est le sens de l'histoire. Et effectivement, c'est un super KPI et j'espère, et d'ailleurs, so far so good, on est en bon chemin qu'on va y arriver. Voilà. Génial, très très bien. Et donc, c'est un appel au mentorship, très clairement. Euh, Absolument. on a un tout petit peu dépassé, donc, mais c'était passionnant. Et je pense que sur ces belles paroles, on va terminer ici ce webinaire. Un tout grand merci, Pierre, pour ton temps, pour ton partage d'expérience. C'était hyper inspirant. Je crois Merci de que… m'avoir invité. J'espère que ceux qui ont écouté en live et puis ceux qui écouteront en replay vont Ouais, retrouver quelques petites choses à prendre dans tout ça. ouais, on a appris énormément. J'imagine, bah, pour te contacter, comment est-ce qu'on fait? Le mieux, c'est de nous contacter sur LinkedIn. Voilà, je vais envoyer mon lien au groupe et puis tu pourras peut-être le. Voilà, de toute façon, je sais qu'on sera tagué. Voilà. Mais c'est Complètement, plus ouais. simple, c'est de nous contacter sur LinkedIn et puis après, on prend contact, on Mhm, discute. Voilà, moi, de toute façon, je prends le temps de discuter avec les gens. mhm. Et puis après, on voit si on peut faire affaire ensemble, si je suis la bonne personne. Encore une fois, il y a autant de profils de mentors qu'il y a de profils de mentees. Et il faut vraiment prendre quelqu'un avec qui on est en adéquation, avec qui on a envie de travailler, avec qui on sent qu'il y a un feeling et en qui on a confiance. Mhm. Il faut trouver son trusted advisor, nous dire voilà. Même chose, ouais, exactement. Super, mais encore merci. Merci aux participants. Donc, si vous avez aimé le concept, ben, parlez-en autour de vous. Et évidemment, si vous avez besoin d'aide en automatisation des opérations légales, ben, contactez-moi et toute l'équipe de Canyon sera un plaisir de vous bûcher. Donc, on va terminer le webinaire ici. Encore un merci, un tout grand merci à tous et à très vite. Merci à toi, Adrien. Merci de m'avoir eu. Au revoir tout le monde. Bonne Salut journée. Pierre, bonne fin de journée. Salut.